Donc, la constipation, c'est juste ça. Vous grignotez tout le temps ci et ça. Dans le sud de l'Inde, on a trouvé une chose magique qui va maintenir votre appareil digestif propre. Un côlon propre est vraiment vital pour la santé. Si vous mangez dans les fast-foods ou dans les rayons des supermarchés, vous allez généralement manger des aliments à très faible teneur en eau. Si le régime alimentaire n'est pas végétarien, alors c'est aussi un problème parce que le transit est très lent dans le système. Tous les aliments que vous consommez devraient avoir une forte teneur en eau. Votre corps contient plus de 70% d'eau. Si vous mangez des légumes, en général, leur teneur en eau dépasse les 70%. Les fruits contiennent plus de 90% d'eau. Donc, si vous apportez une quantité suffisante de légumes et de fruits et d'oléagineux et de graines germées et ainsi de suite, le transit de l'intestin ne sera pas un problème du tout. Vous mangez des aliments très secs, qui ne contiennent pas d'eau. Donc, si vous apportez une quantité suffisante de fruits, de légumes, d'oléagineux et de graines germées, rien que ça devrait régler la chose. Donc, la constipation, c'est juste ça. Vous êtes tout le temps en train de grignoter ci et ça. S'il y a assez de temps entre vos repas, d'un repas à l'autre, vous ne serez pas constipé. Si vous êtes tout le temps en train de grignoter, là, c'est un problème. En général, traditionnellement, le ghee est toujours la première bouchée. Le ghee est un lubrifiant qui lubrifie l'ensemble du tube digestif. Ça devrait être la première chose que vous consommez pour que ça facilite le passage de la nourriture. En même temps, si vous mangez du ghee avec des sucres lents, si vous mangez du ghee avec du sucre, alors ça ajoute de la graisse. Mais si vous mangez juste du ghee ou juste avec un petit morceau de nourriture, vous mangez le ghee au début, alors il agit plus comme un lubrifiant. Donc quelqu'un qui consomme du ghee de la bonne façon, cette personne aura toujours un côlon propre parce que rien ne va rester collé, rien n'y reste pendant de longues périodes. Donc, dans le centre de yoga, la journée commence par une petite bille de neem et de curcuma. Cela a de nombreux aspects en termes d'impact que ça a sur votre système. Une chose immédiate que ça va faire, c'est que ça va maintenir votre tube digestif propre. Quand on dit propre, ceci est une région où il y a un maximum d'autres vies. Donc, dans ce tube digestif, il y a toute une série de micro-organismes. Beaucoup d'entre eux sont devenus nos amis. Nous vivons grâce à eux, nous sommes capables de digérer la nourriture grâce à eux. De très nombreuses fonctions du corps ont lieu grâce à eux. Mais malgré tout, il y en a beaucoup qui nous nuisent. La singularité du neem, en particulier quand il est pris avec du curcuma, si ces deux choses sont ensemble, en grande partie, les choses qui ne sont pas nécessaires au corps, les choses qui peuvent nuire au corps, toutes les vies parasitaires qui sont là, toutes ces choses sont éliminées. Un côlon propre est vraiment vital pour la santé. Les produits laitiers ont certaines enzymes qui sont utilisées aujourd'hui pour fabriquer certains adhésifs textiles. Ces adhésifs ne sont pas solubles dans l'eau. Donc quand vous consommez beaucoup de produits laitiers, ils vont se coller dans votre côlon. Donc les déchets qui auraient dû facilement être évacués ne vont pas s'écouler hors du système. C'est un trio magique de fruits du monde tropical. En les mélangeant comme il faut, le triphala
avec un peu d'eau, ou une cuillère de lait, ou autre si vous en prenez, ou même avec du miel. Si vous en prenez, il va y avoir un nettoyage du système. Mais si vous ne pouvez pas trouver tout ça, dans le sud de l'Inde, on a trouvé une chose magique, qui s'appelle l'huile de ricin. Juste un petit peu. Une demi-cuillère d'huile de ricin tous les jours. Le soir, vous la chauffez, la mettez dans de l'eau ou du lait et vous la buvez. Vous verrez, votre côlon va rester propre. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, les médecins reconnaissent que ce qui se passe dans votre mental et ce qui se passe là en bas sont liés. On a toujours dit ça en yoga. Si tu es constipé au niveau de tes émotions et de tes pensées, tu seras naturellement constipé en bas aussi. Vous savez ça? Voyez à quel point votre cerveau et les autres parties sont connectés. Parce que tout ce que vous faites là-haut affecte naturellement les fondements de votre vie. Le Mooladhara est affecté, simplement à cause des absurdités que vous créez dans votre tête. Si vous avez peur, vous allez soit avoir la diarrhée, soit être constipé. C'est pour ça qu'on dit « peur à en faire dans son froc ». Soit c'est déchargé à des moments inopportuns, soit c'est stocké. Dans les deux cas, la peur vous emmerde. Dans les deux cas, ce qui se passe dans votre mental et ce qui se passe en bas sont connectés. Yoga pour le succès. Les pratiques du cou. Les systèmes neurologiques et énergétiques se ramifient tous deux considérablement entre les omoplates et au-dessus. Donc maintenir la région du cou en bon état est très important. En 3 à 4 minutes de ces pratiques pour le cou, vous verrez distinctement que vous êtes beaucoup plus alerte et la léthargie du corps disparaîtra. Il y a un niveau de régénération neuronale plus élevé. L'acuité mémorielle et intellectuelle est aussi améliorée. Voici quelques instructions qui créeront des conditions optimales et augmenteront sensiblement votre réceptivité aux pratiques. Veuillez vous assurer que les téléphones sont en mode silence ou éteint. Il est conseillé de ne pas faire la pratique avec l'estomac plein ou immédiatement après un repas. Veuillez vous asseoir avec la colonne vertébrale droite de manière confortable, les mains non croisées et les paumes ouvertes. Ces conditions vous prépareront à être dans un état de réceptivité accrue et à retirer les plus grands bénéfices des pratiques. Ces pratiques sont très sûres et simples et peuvent être faites par n'importe qui. Les pratiques que nous allons apprendre ici peuvent être faites par toute personne âgée de 7 ans et plus. Si vous portez des lunettes, pendant la pratique du yoga, veuillez les enlever et les garder près de vous. Maintenant, nous allons faire un certain ensemble de pratiques pour le cou. Cela vous aidera à détendre les muscles tendus dans la région du cou et des épaules. Nous allons maintenant regarder les 3 premières pratiques pour le cou. Observez s'il vous plaît. Tenez-vous debout avec vos pieds confortablement écartés et parallèles l'un à l'autre. Gardez vos bras et vos épaules relâchées et détendues. Assurez-vous que votre cou est souple comme une corde. Aucune raideur d'aucune sorte. Les yeux fermés. En expirant, lentement et doucement, abaissez votre menton sur votre poitrine. Ceci est la position de départ. Maintenant, en inspirant, remontez doucement votre tête et basculez-la en arrière. En expirant, abaissez votre tête sur votre poitrine. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. Maintenant, nous allons voir la deuxième pratique pour le cou. En inspirant, lentement et doucement, tournez votre tête vers la droite jusqu'au point extrême où vous pouvez tourner. En expirant, ramenez-la au centre. Maintenant, en inspirant,
lentement et doucement, tournez votre tête vers la gauche, jusqu'au point extrême où vous pouvez tourner. En expirant, ramenez-la au centre. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. Et maintenant, nous allons voir la troisième pratique pour le coup. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille droite vers votre épaule droite, jusqu'au point extrême où vous pouvez aller. En inspirant, ramenez-la. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille gauche vers votre épaule gauche, jusqu'au point extrême où vous pouvez aller. En inspirant, ramenez-la. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. Maintenant, nous allons faire 3 cycles des 3 premières pratiques pour le coup. S'il vous plaît, levez-vous. Mettez-vous debout avec vos pieds écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre. Gardez vos bras et épaules relâchés et détendus. Les yeux fermés. En expirant, lentement et doucement, abaissez votre menton sur votre poitrine. Ceci est la position de départ. Maintenant, en inspirant, doucement montez votre tête et basculez-la en arrière. En expirant, descendez votre tête sur votre poitrine. Deuxième cycle. À nouveau en inspirant, montez votre tête et basculez-la en arrière. En expirant, redescendez-la. Troisième cycle. Assurez-vous que vos épaules sont relâchées, sans tension d'aucune sorte. Maintenant pour la deuxième pratique, venez en position de départ. Votre tête devrait être droite, les yeux fermés. En inspirant, lentement et doucement, tournez votre tête vers la droite. En expirant, ramenez-la au centre. Maintenant, en inspirant, lentement et doucement, tournez votre tête vers la gauche. En expirant, ramenez-la au centre. Deuxième cycle, à droite. À gauche. Troisième cycle. Faites-le doucement. Vous pouvez même maintenir l'étirement pour un moment. Et puis revenir. Revenez en position de départ. Maintenant, nous allons faire la troisième pratique du coup. À nouveau, votre tête est droite, les yeux fermés. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille droite vers l'épaule droite. En inspirant, ramenez-la. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille gauche vers votre épaule gauche. En inspirant, ramenez-la. Deuxième cycle. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille droite vers l'épaule droite. En inspirant, ramenez-la. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille gauche vers votre épaule gauche. En inspirant, ramenez-la.
veuillez vous asseoir de façon confortable. Maintenant, nous allons apprendre les 4e et 5e pratiques pour le cou. À nouveau, vos pieds sont écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre. Les yeux fermés. En expirant, descendez votre menton sur votre poitrine. Ceci est la position de départ. En inspirant, lentement et doucement, faites une rotation de votre tête vers votre épaule droite. En inspirant, votre tête bascule en arrière. En expirant, elle descend à nouveau. Ensuite, changez de direction et faites une rotation dans la direction opposée. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. Et pour la 5e et dernière pratique pour le cou, faites une rotation de vos épaules vers l'avant. En inspirant, montez-les. En expirant, descendez-les. Faites ceci 3 fois. Maintenant, faites une rotation de vos épaules vers l'arrière. En inspirant, montez-les. En expirant, descendez-les. Faites ceci 3 fois. Maintenant, nous allons faire les 4e et 5e pratiques du cou ensemble. Levez-vous s'il vous plaît. Vérifiez que vos pieds sont parallèles l'un à l'autre. Les yeux fermés. En expirant, descendez votre menton sur votre poitrine. Ceci est la position de départ. En inspirant, lentement et doucement, faites une rotation de votre tête vers votre épaule droite. En inspirant, votre tête bascule en arrière. En expirant, elle descend à nouveau. Faites un tour complet. Ensuite, changez de direction et faites une rotation dans la direction opposée. Nous allons faire 2 autres cycles. 2e cycle. Faites une rotation de votre tête vers votre épaule droite. Assurez-vous que la partie supérieure de votre corps reste immobile pendant que vous faites tourner la tête. Changez de direction et faites une rotation vers l'épaule gauche. Troisième cycle. Faites-le lentement avec la respiration. Et maintenant, nous allons faire la 5e pratique pour le cou ensemble. Votre tête est droite, le haut du corps détendu, les yeux fermés. Faites une rotation de vos épaules vers l'avant. En inspirant, montez-les. En expirant, descendez-les. Faites ceci 3 fois. Maintenant, faites une rotation de vos épaules vers l'arrière. En inspirant, montez-les. En expirant, descendez-les. Faites ceci 3 fois. Quand vous avez terminé, veuillez vous asseoir confortablement.
pour réussir dans le monde. Deux qualités fondamentales sont que vous devez être capable d'exploiter les prouesses de votre mental et de votre corps. Nous devons essayer de trouver et de nous reconnecter à la spiritualité. L'anesthésie n'a rien à voir avec la conscience. La conscience existe même là où il n'y a pas de corps. Vous avez les outils nécessaires pour en faire l'expérience. Ça va devenir un point d'accès. Les connaissances scientifiques et la technologie et la médecine moderne ont vraiment incroyablement amélioré notre qualité de vie et notre espérance de vie. Mais en même temps, je pense que nous devons essayer de trouver et de nous reconnecter à la spiritualité ou à l'expérience pure, comme vous le dites. Seriez-vous d'accord avec ça? Est-ce ce genre d'équilibre? Voyez, c'est comme ça. Si vous prenez un mécanicien moto, il est très bon avec les motos, disons. Mais maintenant, on lui demande de réparer un ordinateur. Eh bien, il peut utiliser ses tournevis pour ouvrir le couvercle. Au-delà de ça, il n'y connaît rien, d'accord? C'est exactement pareil. Les sciences objectives sont comme ça. C'est toujours 1 + 1 = 2. C'est la seule façon dont l'objectivité peut fonctionner. Tu ne peux pas dire 1 + 1 = 11 aussi, encore moins 1 million, d'accord? Tu ne peux pas dire ça parce que cela est la nature de l'objectivité. Et notre objectivité provient de notre processus intellectuel. Le processus intellectuel vient de la mémoire. Donc la mémoire ne peut pas être faussée. Si tu fausses la mémoire, c'est un foutoir. Je me souviens que ça c'est 1 et ça c'est 1. Et maintenant, je rassemble ces deux choses et je dis ça fait 2. Maintenant, cela est basé sur la mémoire. Si je fausse cela, alors mon intellect devient inutile, d'accord? Donc l'intellect gère un aspect de notre vie qu'essentiellement, on appelle l'instinct de conservation. Pour notre survie, notre intellect est vital. Sans lui, on ne peut pas fonctionner. Maintenant, toutes les choses que vous avez dites, ça a allongé notre espérance de vie, ça a amélioré notre vie de bien des façons. Non, ça n'a pas amélioré la qualité de notre vie du tout. Ça a seulement amélioré les niveaux de confort et de commodité dans le monde, et à coup sûr l'espérance de vie. Tout ça, c'est clairement de l'instinct de conservation, n'est-ce pas? C'est le processus de survie. Donc quand il s'agit de l'instinct de conservation, notre intellect est vital. S'il ne fonctionne pas, tu ne peux pas survivre dans ce monde. Les 5 sens fonctionnent, ils alimentent l'intellect de données, et à partir de là, tu l'utilises. L'efficacité avec laquelle tu l'utilises va déterminer avec quelle efficacité tu survis. Donc si ton espérance de vie augmente, ça veut dire que ta survie est devenue plus efficace, c'est tout. Donc, tu es en meilleure santé que les gens ne l'étaient par le passé. Je ne le crois pas, mais supposons qu'on le soit, ça signifie simplement que ton processus de survie est un peu plus efficace. Donc, mis à part le processus de survie, maintenant vous parlez de conscience. Conscience signifie... Voyez, le mot français « conscience » est utilisé très vaguement. Quand vous dites « si quelqu'un est sous anesthésie, quand il revient, vous dites « oh, il a repris conscience ». Voyez, tout ce que vous faites avec votre anesthésie n'a rien à voir avec la conscience. C'est lié au corps et à diverses fonctions du corps. Vous arrêtez certains aspects des fonctions corporelles. L'une d'elles, c'est la transmission de la douleur, qui est l'enjeu principal quand quelqu'un va se faire opérer. Tu ne veux pas arrêter le cœur, tu ne veux pas arrêter leur cerveau, tu veux que la transmission de la douleur s'arrête. Peu importe ce qui est coupé, peu importe quels dégâts ou réparations ont lieu, peu importe quelles parties du corps sont enlevées, ce qui n'est pas vital peut être retiré, tout cela a lieu. Seule la transmission de la douleur n'a pas lieu. Cela n'a rien à voir avec perdre conscience et reprendre conscience. Une telle chose n'existe pas. Comme il n'y a pas d'autres mots, on utilise les mêmes mots. Le langage est un autre aspect. Le langage est aussi un produit de notre intellect. Donc, il ne peut parler qu'en termes d'opposés.
Sans polarité, il n'y a pas de langage. Sans polarité, votre intellect ne peut pas fonctionner. Mais quand tu parles de conscience, tu ne parles pas de deux polarités. Il n'y a pas de conscience A et de conscience B. Il n'y a pas de conscience positive et de conscience négative. Il y en a juste une. Nous sommes assis ici. Ça, c'est mon corps, et ça, c'est votre corps, distinctement établi. En ce moment, c'est à 100% comme ça. Je ne sais pas ce que vous buvez, je ne le vois pas, mais quoi que vous buviez, ce qui est dans le verre n'est pas vous. Dès l'instant où vous le buvez, au bout d'un moment, ça devient vous. Cela a lieu en ce moment même. Donc, bien que ce qui d'après vous est votre corps et d'après moi est mon corps ne soit que des fragments de cette planète, en ce moment c'est très clair. Ça c'est mon corps, ça c'est ton corps, à 100%. Ça c'est mon mental et ça c'est ton mental. Ça c'est mes émotions et ça c'est tes émotions. Ça c'est mes expériences et ça c'est tes expériences. Mais il n'y a pas ma conscience et ta conscience. C'est une conscience vivante. On a soufflé notre propre bulle. Je suis sûr que ce merveilleux petit garçon qui est passé à l'écran, je suis sûr qu'il vous fait des bulles de savon parfois. Donc, si vous soufflez une bulle, ça c'est ma bulle, ça c'est ta bulle. Pop, elle éclate, alors il n'y a plus ma bulle et ta bulle. Il n'y a pas mon air et ton air. La conscience est exactement comme ça. En ce moment, vous avez soufflé votre bulle, j'ai soufflé ma bulle, ça c'est moi, ça c'est toi. Mais quand elle fait pop, il n'y a pas ma conscience et ta conscience. C'est juste que il n'y a que la créature humaine sur cette planète qui a la capacité neurologique et a un mécanisme assez sophistiqué pour que, si elle le permet, elle peut accéder à cette dimension de la conscience. Aucune autre créature n'est vraiment capable d'y accéder. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conscience en elle. Sans cela, le processus de la vie n'aurait pas lieu. Il y a de la conscience même là où il n'y a pas de corps, d'accord? La seule chose, c'est que il faut un certain instrument sophistiqué pour y accéder, qui est le mécanisme humain. C'est pour cela qu'on considère qu'être humain est un très grand privilège, parce que tu as accès à des dimensions au-delà de tes frontières physiques. C'est ce qui est fondamentalement significatif quand on est humain. Donc, ne confondons pas l'instrument et ce que nous voyons. Si tu prends un télescope et que tu vois une autre galaxie, la galaxie n'est pas produite par le télescope. La galaxie est là. Le télescope t'y a juste donné accès. De la même manière, ton corps, ton cerveau, n'importe, je ne veux pas identifier différentes choses, de tes cheveux à tes orteils, tout est le corps pour moi, y compris ton cerveau. C'est juste une autre dimension du corps. Donc ce corps, si on le maintient d'une certaine façon, si on ne le contamine pas avec trop d'idées, philosophies, d'entités, si on le maintient à un certain niveau d'ouverture, il va devenir un point d'accès à ce qu'on appelle la conscience ou la base de la vie que nous sommes. Vous avez les instruments nécessaires pour en faire l'expérience. Pas les instruments dans votre laboratoire. Vous, en tant que personne, vous avez les instruments nécessaires pour en faire l'expérience. Allez-vous le permettre ou non? C'est la seule question. Comme je l'ai dit au début, tout dépend de la façon dont tu es identifié. Si tes identifications sont limitées, tu as perdu la capacité d'en faire l'expérience. Si ton identité est, vous savez, pas identifiée à quoi que ce soit, tu t'es maintenu ample comme ça, alors il y a une possibilité d'en faire l'expérience. Vous prenez un certain rythme qui est compulsif en vous. Vous ne serez qu'une répétition du passé. Si vous voulez briser vos rythmes émotionnels, ce sont les outils les plus simples, peut-être drastiques, mais si vous ne voulez pas perdre de temps dans votre vie, c'est la voie à suivre. Quand il s'agit du noyau le plus profond, tout est un. Quand il s'agit du corps, quand il s'agit du mental, quand il s'agit de vos émotions, et du monde qui vous entoure, et de votre activité, ce qui donne toute sa signification à la vie, sa beauté à la vie.
et son efficacité à la vie. C'est juste de trouver le bon rythme. Quel est votre rythme? Si vous écoutez la surface la plus extérieure de qui vous êtes, il y aura un certain type de rythme. Si vous allez un peu plus profond, il y aura un autre type de rythme. Il y a un rythme très superficiel qui va s'exprimer à travers les besoins très basiques et les compulsions de qui vous êtes. Si vous vous observez d'un peu plus près, vous verrez, il y a un rythme psychologique qui ne correspond pas forcément aux besoins et compulsions qui vous dirigent au quotidien. Si vous observez avec un peu plus de sensibilité, vous remarqueriez un rythme émotionnel, dont la nature est complètement différente de celle de votre rythme psychologique. Si vous observez bien plus attentivement, vous pourriez remarquer un certain rythme chimique, qui pourrait être plus lié à vos cycles émotionnels qu'à toute autre chose. Si vous observez avec bien plus de conscience, vous pourriez remarquer un certain rythme énergétique, qui n'aura rien à voir avec aucune de ces choses, mais il cause tout le reste. Mais si vous regardez assez en profondeur, il n'y a pas de rythme, c'est l'immobilité totale. Il n'y a rien à faire avec votre immobilité. Juste vous y plonger. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais tous les autres cycles doivent être travaillés. Vos énergies, votre chimie, vos émotions, vos pensées, votre corps, votre désir et les rythmes karmiques. Ces choses doivent être travaillées. Autrement, vous ne serez qu'une répétition du passé. Si vous entrez dans un certain rythme qui est compulsif en vous, vous ne serez qu'une répétition du passé, encore et encore. Rien de nouveau ne va jamais vous toucher. Donc, trouvez le rythme et consciemment changer le rythme, rendre le rythme plus profond, plus complexe ou plus simple. Par-dessus tout, être capable de consciemment changer le rythme, ne pas être comme un disque rayé, où vous n'arrêtez pas de chanter le même rythme tout le temps, tout le temps, tout le temps. À l'âge de 60 ans, quelqu'un vient me voir hier et me dit, « Mon mari ne fait pas assez attention à moi. » J'ai dit, « Tant mieux pour vous. » Si vous avez eu ces problèmes à 18 ans, pas bon, mais compréhensible. À 60 ans, vous avez toujours le même problème. À 60 ans, si vous êtes encore un adolescent, oh, personne ne va vous tolérer. Oui. Personne ne va tolérer qu'un sexagénaire se comporte comme un adolescent, n'est-ce pas? Donc, si vous n'apprenez pas à changer consciemment le rythme du corps, du mental, des émotions, de la chimie et de l'énergie, vous allez devenir comme un disque rayé, à simplement répéter les mêmes choses encore et encore. Le moyen le plus facile, ou le moyen le plus simple, de briser les rythmes qui sont compulsifs en vous, c'est de commencer à faire des choses que vous n'aimez pas. Vous aimez commencer la matinée avec un chocolat, mais ici vous commencez avec une boule de Nîmes. Juste ce que vous n'aimez pas.
Si vous voulez briser vos rythmes émotionnels, le plus simple c'est de chercher quelqu'un que vous ne supportez pas et de travailler avec lui. Vous le choisissez pour travailler avec vous, quelqu'un que vous ne supportez pas. Ce sont les outils les plus simples, peut-être drastiques, mais si vous ne voulez pas perdre de temps dans votre vie, c'est la voie à suivre, de juste vous lever le matin et de faire ce que vous n'aimez pas. Et au bout d'un moment, vous verrez, vos j'aime et j'aime pas sont essentiellement votre création. Ce ne sont pas des lois données par Dieu sur ce que vous devriez aimer et ce que vous ne devriez pas aimer. Ça n'a rien à voir avec l'objet de votre j'aime ou l'objet de votre j'aime pas. C'est juste votre compulsivité qui vous attire vers certaines choses et vous éloigne d'autres choses.